La pensée a créé les problèmes qui nous entourent, et nos cerveaux sont formés, éduqués, conditionnés à la résolution de problèmes. La pensée a créé des problèmes comme la division entre les nationalités. La pensée a créé la division et le conflit entre les différentes structures économiques. La pensée a créé les différentes religions et les divisions entre eux, et donc, il y a un conflit. Le cerveau est formé pour essayer de résoudre ces conflits qui ont créé. Il est essentiel que nous comprenions profondément la nature de notre pensée. La nature des réactions qui découlent de notre pensée. La pensée domine nos vies. Quoi que nous fassions, quelle que soit l'action qui se déroule, la pensée est derrière cette action. Dans chaque activité, que la pensée sensuelle, intellectuelle ou biologique fonctionne tout le temps. Biologiquement, pendant des siècles, le cerveau a été programmé. Conditionner les actes du corps à sa manière, l'action de la respiration, le rythme cardiaque, ainsi de suite. Et donc, si vous êtes catholique, hindou ou bouddhiste, vous répétez ce conditionnement à plusieurs reprises. La pensée est un mouvement dans le temps et l'espace. La pensée est la mémoire des choses passées. La pensée est l'activité de la connaissance. Connaissance accumulée depuis des millions d'années et stockée comme mémoire dans le cerveau. Si vous observez l'activité de notre pensée, vous verrez que l'expérience constitue la base de nos vies. La connaissance n'est jamais complète. Il marche toujours avec l'ignorance. Nous pensons que les connaissances résoudront tous nos problèmes. Soyez la connaissance du prêtre, du gourou, du scientifique, du philosophe ou du dernier psychiatre de la moderne. Mais nous nous demandons jamais si les connaissances en soi peuvent résoudre l'un de nos problèmes. Sauf peut-être des problèmes technologiques. Les connaissances surviennent dans le temps. Pour apprendre une langue, vous avez besoin de temps. Apprendre une compétence ou conduire efficacement une voiture prend du temps. Le même mouvement du temps est converti en champ psychologique. Ensuite, nous disons « Je dois avoir le temps de découvrir moi. Je dois avoir le temps de changer ce que je suis dans ce que je devrais être. » La conversion de l'activité du monde extérieur en monde psychologique signifie que le temps est un grand facteur dans nos vies. L'avenir, le passé et le présent. Le temps est pensé. Le temps est nécessaire pour l'acquisition de connaissances par expérience, à la fois dans le monde extérieur et intérieur. C'est ainsi que nous avons été programmés. Ainsi programmés, nous pensons que le temps est nécessaire pour produire un changement profond et fondamental dans la structure humaine. Nous utilisons le temps comme pensée. Je suis ceci et je dois être ça. Vous diriez également dans un monde technique, je ne sais pas comment construire un ordinateur, mais j'apprendrai. Le temps, les connaissances, la mémoire, la pensée sont une seule unité. Ce ne sont pas des activités distinctes, mais un seul mouvement. Penser, le résultat de la connaissance, est éternellement incomplet, et par conséquent, limité, car les connaissances sont incomplètes. Tout ce qui est limité doit produire des conflits. La nationalité est limitée. La croyance religieuse est limitée. Une expérience que vous avez eue ou pour laquelle vous aspirez est limitée. Chaque expérience doit être limitée. Question: pourquoi? Réponse: car il y a plus d'expériences. Je peux avoir une expérience sexuelle ou l'expérience de la possession de richesses, l'expérience de tout renoncer et d'entrer dans un monastère. Toutes ces expériences sont limitées. La pensée, étant limitée, crée des problèmes, des divisions nationales, économiques et religieuses. Ensuite, la pensée dit « Je dois résoudre tout cela ». De cette façon, la pensée travaille toujours à résoudre des problèmes, et l'ordinateur, un mécanisme qui a été programmé, peut nous surmonter tous parce qu'il n'a aucun problème. Il évolue, apprend et change. Notre conscience a été programmée comme une conscience individuelle. Nous nous demandons si cette conscience, que nous acceptons comme individuelle, est en réalité individu. Ne dites pas « Oh, que se passera-t-il si je ne suis pas un individu ?» Quelque chose de complètement différent peut se produire. Vous pouvez avoir une formation individuelle pour une occupation privée, une profession particulière. Vous pouvez être chirurgien, médecin, ingénieur,
mais cela n'en fait pas un individu. Vous pouvez avoir un nom différent, une forme différente, et cela ne fait pas l'individualité ni l'acceptation que le cerveau, dans le temps, a dit « je suis un individu ». C'est mon désir de me réaliser et de devenir par lui. Si les consciences que vous avez acceptées comme séparées ne sont pas séparées, alors quelle sera la nature de notre conscience? Une partie d'entre eux sont les réponses sensorielles. Ces réponses sensorielles sont naturellement, nécessairement programmées pour les défendre pendant la faim, pour chercher de la nourriture. Respirer inconsciemment. Logiquement, vous êtes programmé. Le contenu de la conscience comprend donc les nombreuses blessures et blessures que vous avez reçues dans l'enfance, les nombreuses formes de culpabilité. Il comprend les différentes idées, les certitudes imaginaires, les nombreuses expériences sensorielles et psychologiques. Il y a toujours la base, la racine de la peur dans ses différentes formes. Avec la peur, bien sûr, la haine survient. Là où il y a de la peur, il doit y avoir de la violence, de l'agression, de l'extraordinaire impatience de réussir, à la fois dans le monde physique et dans le monde psychologique. Dans le contenu de la conscience, il y a la persécution constante du plaisir. Le plaisir de la possession, la domination, le plaisir de l'argent qui donne le pouvoir, le plaisir d'un philosophe avec son immense connaissance, le plaisir du goût avec son cirque. De plus, le plaisir a d'innombrables formes. Il y a aussi la douleur, l'anxiété, le sentiment profond de faire face à la solitude et à la douleur. Non seulement la douleur personnelle s'y appelée, mais aussi l'énorme douleur produite par les guerres, la négligence, la réalisation sans... Dans cette conscience, il y a du contenu racial et de groupe. Et enfin, il y a la mort. C'est notre conscience. Croyance, certitude et incertitude, anxiété, solitude. Ce sont les faits. Et nous disons que cette conscience est la mienne. Et même, ils vont en Extrême-Orient, ou au Proche-Orient, en Amérique ou en Europe, partout où les humains se trouvent. Ils souffrent, sont anxieux, seuls, déprimés, mélancoliques. Ils se battent et en conflit. Ils sont égaux à vous. De cette façon, votre conscience est différente de celle de l'autre. Je sais qu'il est très difficile pour les gens d'accepter. Vous pouvez accepter cela, logiquement. Intellectuellement, vous pouvez dire « oui, peut-être que c'est comme ça ». Mais avoir ce sentiment humain total que vous êtes le reste de l'humanité nécessite beaucoup de sensibilité. Ce n'est pas un problème à résoudre. Ce n'est pas que vous devriez accepter qu'ils ne sont pas des individus, mais ils doivent s'efforcer de ressentir cette entité humaine mondiale. Si vous le faites, vous transformez un problème que le cerveau est tout simplement disposé à essayer de résoudre. Mais si vous regardez vraiment avec votre esprit, avec votre cœur, tout ce que vous êtes totalement conscient de ce fait, vous effacerez le programme. Il sera naturellement effacé. Mais si vous dites « je vais le supprimer », ensuite, vous serez de retour au même modèle. Pour le conférencier, c'est toute la réalité. Pas quelque chose de verbalement accepté parce que c'est agréable. C'est une vraie chose. Vous avez peut-être examiné, logique, raisonnable, et sagement la question, et découvert qu'il en était ainsi. Mais le cerveau, qui est prévu pour le sentiment d'individualité, se révoltera contre lui. Que fais-tu en ce moment? Le cerveau est réticent à apprendre pendant que l'ordinateur apprendra, car il n'a rien à perdre. Mais voici vous, peur de perdre quelque chose. Le cerveau peut-il apprendre? C'est toute la question. Alors maintenant, nous devons nous lancer dans cette question de ce que c'est d'apprendre. Pour la plupart d'entre nous, l'apprentissage est le processus d'acquisition de connaissances. Je ne connais pas la langue russe, mais je vais l'apprendre. J'apprendrai jour après jour, me mémorisant, me tenant dans certains mots, phrases
et signification. En syntaxe et en grammaire. Si je m'applique, je peux apprendre presque n'importe quelle langue à un moment donné. Pour nous, l'apprentissage est essentiellement l'accumulation de connaissances ou de compétences. Nos cerveaux sont conditionnés à ce modèle pour élever des connaissances et donc agir. Lorsque j'apprends une langue, ces connaissances sont nécessaires. Mais si j'apprends psychologiquement le contenu de mon esprit, ma conscience, les connaissances impliquent examiner chacune de vos couches et accumuler des connaissances sur vous. Et à partir de ces connaissances, agissez en suivant le même modèle d'apprentissage d'une langue. Si le cerveau répète ce modèle lorsque j'apprends le contenu de ma conscience, cela signifie que j'ai besoin de temps pour accumuler des connaissances sur ma conscience. Ensuite, je détermine quels sont les problèmes et le cerveau est prêt à les résoudre. Il a été formé pour résoudre des problèmes. C'est la répétition de ce modèle sans fin, et c'est ce que j'appelle à apprendre. Je présenterai cela différemment. D'après l'expérience, nous acquérons des connaissances. Par connaissance, mémoire. La réponse de la mémoire est pensée. Donc, de la pensée vient l'action. Avec cette action, vous en apprenez plus et donc le cycle se répète. C'est le modèle de notre vie. Cette forme d'apprentissage ne résoudra jamais nos problèmes, car c'est la répétition. Nous avons acquis plus de connaissances, ce qui peut conduire à l'amélioration. Mais cette action est limitée, et nous continuons à la répéter. L'activité de ces connaissances ne résoudra pas nos problèmes humains. Nous ne les résolvons pas. C'est tellement évident. Après des millions d'années, nous n'avons pas résolu nos problèmes. Nous nous ruinons. Nous sommes en concurrence les uns avec les autres. Nous les détestons et voulons réussir. Chaque modèle est répété depuis le moment où un homme a émergé, et nous y sommes toujours. Faites ce qu'ils veulent selon ce modèle et aucun problème humain ne sera résolu, que ce soit politique, religieux ou économique, car c'est la pensée qui fonctionne. Y a-t-il maintenant une autre façon d'apprendre? N'apprendre pas dans le contexte de la connaissance, mais différemment une perception non accumulée? Découvrir que nous devons nous demander s'il est possible d'observer le contenu de notre conscience et d'observer le monde sans un seul préjudice. Est-ce possible? Ne dites pas que ce n'est pas possible. Posez simplement la question. Réalisez si, lorsque vous avez un préjudice, vous pouvez clairement observer. Ils ne peuvent évidemment pas. Si vous avez une certaine conclusion, un certain ensemble de croyances, de concepts, d'idées, et que vous voulez voir clairement ce qu'est le monde, toutes ces conclusions, idéaux, préjugés, etc., vous empêcheront réellement. Il ne s'agit pas de savoir comment se débarrasser de vos préjugés, mais de voir clairement, intelligemment, que toute forme de préjugé, bien qu'elle soit noble ou ignoble, empêchera réellement la perception. Quand vous vous rendez compte, les préjugés finira. L'important n'est pas des préjugés, mais la nécessité de voir clairement. Si je veux être un bon chirurgien, je ne peux pas le faire avec des idéaux ou des préjugés concernant les chirurgiens. Je dois réellement effectuer la chirurgie. Vous pouvez voir qu'une nouvelle forme d'action est possible. Une nouvelle forme de connaissances non accumulées qui effaceront le modèle. Supprimer le programme afin d'agir totalement différent. La façon dont nous vivons depuis des millions d'années a été la répétition du même processus d'acquisition de connaissances et d'agir à partir de ces connaissances. Cette action et ces connaissances sont limitées. Cette limitation crée des problèmes et le cerveau s'est habitué à résoudre les problèmes créés à plusieurs reprises. Le cerveau est collé à ce modèle et nous disons que ce modèle ne résoudra en aucun cas nos problèmes humains. De toute évidence, nous n'avons pas résolu jusqu'à présent. Il doit y avoir un mouvement différent, totalement différent, une action perceptive et non accumulative. Avoir une perception infructueuse, c'est ne pas avoir de préjudice, ce n'est pas absolument idéal, pas de concept et pas de foi, parce que tout cela a détruit l'homme. Cela n'a pas résolu vos problèmes. Alors, avez-vous un préjudice?
Y a-t-il un préjugé qui a quelque chose en commun avec l'idéal? Naturellement, il existe des idéaux pour être consommés à l'avenir, et la connaissance devient extraordinairement importante dans la réalisation des idéaux. Ainsi, vous pouvez observer, sans accumulation, sans la nature destructrice des préjugés, des idéaux, de la foi, de la croyance et de ses propres conclusions et expériences, conscience de groupe, conscience nationale, conscience linguistique, conscience rationnelle, conscience raciale et peur, conscience raciale, et peur, anxiété, chercher du plaisir, l'amour et enfin la mort. Si vous continuez à agir dans ce cycle, vous maintiendrez la conscience humaine du monde. Réalisez uniquement la vérité de cela. Tu es une partie de cette conscience et le maintenir en disant « Je suis un individu, mes préjugés sont importants, mes idéaux sont essentiels ». Répétant la même chose, parfois sans compte. Maintenant, le maintien, le soutien et la nutrition de cette conscience se produisent lorsque vous répétez ce modèle. Mais lorsque vous vous débarrassez de cette conscience, vous introduisez un facteur totalement nouveau dans toute cette conscience. Maintenant, si nous comprenons la nature de notre conscience, si nous percevons la façon dont elle fonctionne dans ce cycle sans fin de connaissances, d'action et de division, une conscience qui a été maintenue depuis des millénaires, si nous percevons la vérité que tout cela est un moyen de préjuger, et nous en débarrasser, nous introduisons un nouveau facteur dans l'ancien cercle. Cela signifie que vous, en tant qu'être humain qui fait partie de la conscience du reste de l'humanité, pouvez vous éloigner de l'ancien modèle d'obéissance et d'acceptation. C'est le moment vraiment décisif de votre vie. L'homme ne peut pas continuer à répéter le ancien modèle. Il a perdu le sens. Dans le monde psychologique, il a totalement perdu son sens. Si vous êtes réalisé qui s'en soucie, je voudrais répéter que nous n'essayons pas de les convaincre de quoi que ce soit. Cela doit être très clair. Nous n'essayons pas de les persuader d'accepter un certain point de vue. Nous n'essayons pas de les impressionner sur quoi que ce soit, et nous ne faisons aucune publicité. Nous ne parlons pas de personnalité ou de qui a raison et qui a tort, mais au contraire, en essayant de réfléchir, observer ensemble ce qu'est le monde et ce que nous sommes, ce que nous avons fait dans le monde et ce que nous avons fait nous-mêmes. Nous sommes ensemble pour examiner à la fois l'homme intérieur et l'homme extérieur. Pour observer clairement, il est évident, nous devons être libres de regarder. Si quelqu'un s'accroche à ses expériences, ses jugements et ses préjugés particuliers, il n'est pas possible de penser clairement. La crise du monde qui est devant nous nécessite ce plan que nous pensons ensemble afin que nous puissions résoudre le problème humain ensemble. Pas selon quelqu'un en particulier, avec un philosophe ou un gourou particulier. Nous essayons de regarder ensemble. Il est important de garder à l'esprit tout le temps que le conférencier regarde quelque chose que nous examinons ensemble. Ce n'est pas une chose unilatérale, mais au contraire, nous examinons en coopération. Nous faisons un voyage ensemble et agissons ainsi ensemble. Il est très important de comprendre que notre conscience n'est pas notre conscience individuelle. Notre conscience n'est pas seulement la conscience spécifique du groupe, la nationalité, etc., mais c'est aussi toute agonie humaine, conflit, misère, confusion et douleur. Nous examinons ensemble cette conscience humaine, ce qui est notre conscience, pas le vôtre ou le mien, mais le nôtre. L'un des facteurs requis pour cet examen est la capacité de l'intelligence. L'intelligence est la capacité de discerner, de comprendre, de distinguer, et aussi la capacité d'observer, d'aimer tout ce que nous rassemblons et agissons à partir de là. Cet rassemblement, ce discernement, cette observation peut être préjudiciable et nier intelligence en cas de préjudice. Si vous suivez quelqu'un d'autre, l'intelligence est refusée. Suivant une autre personne, bien qu'il soit noble, ni sa propre perception, ni sa propre observation. Vous suivez simplement quelqu'un qui vous dira quoi faire, quoi penser. S'ils le font, alors l'intelligence n'existe pas, car il n'y a pas d'observation et donc pas d'intelligence. L'intelligence nécessite du doute, de la question, de ne pas être impressionné par les autres, son enthousiasme, son énergie,
L'intelligence nécessite une observation dans le personnel. L'intelligence n'est pas seulement la capacité de comprendre ce qui est rationnellement expliqué, verbalement, mais cela implique également que nous recueillons autant d'informations que possible, bien que sachant que ces informations ne peuvent jamais être achevées sur personne et rien. Où il y a de l'intelligence là-bas, il y a une hésitation, observation et clarté de la pensée rationnelle impersonnelle. Comprendre l'ensemble de l'homme, toutes ses complexités, toutes vos réponses physiques, vos réactions émotionnelles, vos capacités intellectuelles, votre affection et votre agonie. La perception de tout cela à la fois, dans un acte, est l'intelligence suprême. L'intelligence, jusqu'à présent, n'a pas été en mesure de transcender le conflit. Nous marchons ensemble pour voir s'il est possible que le cerveau soit libre du conflit. Nous avons vécu avec le conflit depuis notre naissance, et nous continuerons donc à mort. Il y a la lutte constante pour être quelque chose spirituellement, comme vous le dites, ou psychologiquement. Faites du succès dans le monde, réalisez. Tout cela est le mouvement de venir. Je suis maintenant ceci, et j'atteindre le but final, au principe le plus élevé. Il a ce principe, le nom de Dieu, dit Brahma, ou tout autre nom, la lutte constante, que ce soit à devenir ou à être, est la même. Mais quand quelqu'un essaie d'être dans diverses directions, alors il nie l'être. Lorsque vous essayez d'être, vous devenez également. Voir ce mouvement de l'esprit. Penser. Je pense que je suis, et insatisfait, mécontent de ce que je suis, j'essaie de m'accomplir dans quelque chose. Je vais à un certain but. Cela peut être douloureux, mais si vous pensez que la fin est agréable, il y a cette lutte constante pour être et devenir. Nous essayons tous de devenir. Physiquement, nous voulons une meilleure maison, une meilleure position, avec plus de puissance, un statut plus élevé. Biologiquement, si nous n'allons pas bien, nous essayons de bien se passer. Biologiquement, tout le processus intérieur de la pensée, la conscience, toute la propension intérieure vient de la reconnaissance qu'en réalité, nous ne sommes rien. Et en devenant, nous nous en éloignons. Psychologiquement, intérieurement, il y a toujours l'évasion de ce que c'est. Échapper toujours ce que je suis mécontent pour quelque chose qui me satisfera. Que cette satisfaction conçue comme un grand contentement, bonheur ou éclairage, qui est une projection de pensée ou l'acquisition de plus grandes connaissances, est toujours le processus de venir. Je suis et je le serai. Ce processus implique du temps. Le cerveau est programmé pour cela. Toute notre culture, toutes nos sanctions religieuses, dit que tout devient une telle chose. C'est un phénomène qui peut être vu dans le monde, non seulement dans ce monde occidental, mais à l'Est. Tout le monde essaie de devenir, d'être ou d'éviter d'être. Est-ce maintenant la cause du conflit? Intérieur et externe. Intérieurement, il y a cette imitation, ce concours, cette conformité avec l'idéal. Extérieurement, il y a cette compétition entre les individus, si appelée d'un groupe contre un autre groupe, nation against nation. En interne et en externe, il y a toujours ceci. Nous pouvons rationaliser ce conflit et dire que la nature est en conflit. L'arbre qui lutte pour atteindre le soleil est en conflit. Et cela fait partie de notre nature, parce qu'à travers les conflits, par la concurrence, nous évoluons. Nous devenons cet être humain merveilleux que nous sommes. Nous ne disons pas cela sarcastiquement. Notre cerveau est programmé pour le conflit. Nous avons un problème que nous n'avons jamais pu résoudre. Vous pouvez échapper neurotiquement, échapper à un fantasme, et dans ce costume, pour être totalement heureux. Ou vous pouvez imaginer qu'intérieurement, ils ont réalisé quelque chose et en étaient totalement heureux. Un esprit intelligent doit remettre en question tout cela. Il doit faire un doute, le scepticisme, parce que les êtres humains, pendant des millions d'années, de l'apparition de l'homme au moment présent, vivaient en conflit. Nous acceptons et nous le tolérons. Nous disons que cela fait partie de notre nature de rivaliser, d'être agressif,
d'imitérer, nous nous conformons. Nous disons que c'est le fait partie du modèle éternel de la vie. Pourquoi l'homme, qui est si sophistiqué dans un sens, est si complètement désintéressant chez les autres? Le conflit se termine par la connaissance, connaissance de soi ou du monde, connaissance de la matière, en savoir plus sur la société, afin d'avoir de meilleures organisations et de meilleures institutions. Acquérir de plus en plus de connaissances, cela résoudra-t-il notre conflit humain? Ou la libération du conflit n'a rien à voir avec la connaissance. Nous avons une grande connaissance du monde, de la matière et de l'univers, et nous avons également une grande connaissance historique de nous-mêmes. Cette connaissance libérera-t-elle l'être humain du conflit? Ou la libération du conflit n'a rien à voir avec l'analyse, la découverte des diverses causes et facteurs des conflits. La découverte analytique de la cause des nombreuses causes libérera-t-elle le cerveau du conflit? Du conflit que nous avons pendant que nous sommes éveillés pendant la journée et le conflit qui continue pendant que nous dormons, nous pouvons examiner et interpréter les rêves, nous pouvons discuter de notre question sur les raisons pour lesquelles les êtres humains rêvent. Cela résoudra-t-il le conflit? L'esprit analytique, analysons très clairement, rationnellement, sensément, la cause du conflit, en mettant en conflit. Dans l'analyse, l'analyste essaie d'analyser le conflit et, ce faisant, se sépare du conflit. Cela résoudra-t-il le conflit? Ou la liberté n'a rien à voir avec l'un de ces processus? Si vous suivez quelqu'un qui le dit, « Je vous montrerai le chemin. Je suis libre de conflit et je vais vous montrer le chemin. » Cela vous aidera-t-il? Cela a été la partie du prêtre, la partie gourou, la partie de l'homme éclairé si appelé. Suivez-moi que je vais vous montrer. Ouh! Je vais vous indiquer leur objectif. L'histoire le montre pendant des millénaires et des millénaires, mais l'homme n'a pas pu résoudre son conflit, si profondément enraciné. Découvrons ensemble. Ne pas être d'accord, pas comme s'il s'agissait d'un concept verbal et intellectuel. S'il y a une perception, une action qui se terminera par le conflit, pas progressivement, mais immédiatement. Quelles sont les implications de cela? Le cerveau, programmé pour le conflit, est emprisonné dans ce modèle. Nous demandons si ce modèle peut être brisé immédiatement, et non progressivement. Vous pensez peut-être que vous pouvez le briser à travers des drogues, de l'alcool, du sexe, différentes formes de discipline, de la remise à quelque chose. L'homme a essayé 1000 façons différentes d'échapper à cette terreur du conflit. Maintenant, nous nous demandons, est-il possible pour un cerveau conditionné de briser ce conditionnement immédiatement? Cela peut être une question théorique, pas réelle. Vous pouvez dire qu'il est impossible, que ce ne soit qu'une théorie, juste la volonté, le désir de se libérer de ce conflit. Mais s'ils examinent le sujet rationnellement, logiquement, avec l'intelligence, cela verra que le temps ne résoudra pas ce conditionnement. La première chose à réaliser est qu'il n'y a pas de demain psychologique. Si vous regardez vraiment, verbalement, mais profondément dans leur cœur, dans leur esprit, dans la profondeur de leur être, ils réaliseront que le temps ne résoudra pas ce problème. Et cela signifie que vous avez déjà brisé avec le modèle. Il y a déjà eu des fissures dans le modèle de temps que nous acceptons comme moyen de ne pas faire d'arrêter ce cerveau programmé. Sitôt, réalisez-vous clairement, absolument, irrévocablement, que le temps n'est pas un facteur libérateur. Vous avez donc déjà commencé à voir les fissures dans l'enceinte cérébrale. Les philosophes et les scientifiques ont déclaré que le temps est un facteur de croissance, biologiquement, linguistiquement, technologiquement, mais n'a jamais demandé la nature du temps psychologique. Toute question sur le temps psychologique implique tout le complexe d'être psychologique. Je suis ça, mais je serai ça. Je suis malheureux, non réalisé, désespérément seulement, mais demain sera différent. Il existe plusieurs formes de conflits. Il y a donc des milliers d'opinions, des milliers de formes de conflits.
Mais nous ne parlons pas des différentes formes de conflit, mais du conflit lui-même. Nous ne parlons pas de votre conflit particulier. Je ne vis pas bien avec ma femme dans mon travail, soit ceci, soit là, mais sur le conflit du cerveau humain dans son existence. Y a-t-il une perception qui n'est pas née de la mémoire, des connaissances, qui voit toute la nature et la structure des conflits? Une perception de tout cela? Y a-t-il cette perception? Pas une perception analytique, pas une observation intellectuelle des différents types de conflits, pas une réponse émotionnelle au conflit. Y a-t-il une perception qui n'est pas faite de mémoire? Qui est le temps? Qui est pensée? Y a-t-il une perception qui n'appartient pas au temps ou à la pensée, qui peut voir toute la nature du conflit et, avec cette perception, produire la fin du conflit? La pensée est le temps. La pensée est l'expérience, connaissance formée dans le cerveau comme mémoire. C'est le résultat du temps. Je ne savais pas il y a une semaine, mais maintenant je sais. La multiplication des connaissances, l'expansion des connaissances, la profondeur des connaissances appartiennent au temps. La pensée est donc le temps. Tout mouvement psychologique est le temps. Si je veux aller d'ici à Montreux, si je veux apprendre une langue, si je veux rencontrer quelqu'un dans un endroit lointain, j'ai besoin de temps. Et ce même processus extérieur se poursuit intérieurement. Je ne le suis pas, mais je le serai. La pensée est donc le temps. La pensée et le temps sont indivisibles. Et nous posons la question suivante. Y a-t-il une perception qui n'appartient pas au temps et à la pensée? Une perception entièrement en dehors du modèle auquel le cerveau s'est habitué? Est-ce que cette chose qui résout peut-être en soi le problème? Nous n'avons pas résolu le problème en 1 million d'années de conflit. Nous continuons le même schéma. Nous devons découvrir, avec l'intelligence, avec exhaustivement, avec méfiez-vous, s'il existe un mode, s'il y a une perception qui couvre l'ensemble du conflit, une perception qui se brise. Avec ce modèle, je vous ai présenté cette question. Maintenant, comment allons-nous réconcilier cela? Cela peut être faux, être irrationnel, mais après vous avoir entendu très soigneusement et de manière responsable, autant que le professeur, réalisez-vous si c'est le cas. Si cela est possible, ne dis pas « eh bien, ce n'est pas possible parce que je ne pouvais pas. Ce n'est pas dans ma sphère. Je n'y ai pas assez pensé. » Ou « je ne veux pas y penser parce que je suis satisfait de mon conflit. » Et je suis complètement certain qu'un jour l'humanité sera exempte de conflit. Tout cela n'est qu'une évasion du problème. Ainsi, nous sommes ensemble, des consarides de toutes les complexités du conflit, sans la négliger. Il est là, aussi réel que la douleur corporelle. Nous sommes consciemment, sans aucun choix, que c'est le cas. Et en même temps, nous nous demandons la question de savoir s'il existe une approche complètement différente. Maintenant, nous pouvons observer, quoi qu'il arrive, sans nommer, sans la mémoire. Regardez votre ami ou votre femme, c'est-à-dire pour quiconque. Regardez cette personne sans les mots « ma femme ou mon ami » ou « nous appartenons au même groupe ». Sans rien de tout cela. Observez de telle manière qu'il n'observe pas à travers la mémoire. Avez-vous déjà essayé de le faire directement? Regardez la personne sans nom, sans temps, ni mémoire. Et regardez-vous aussi. Pour l'image qu'ils ont construite de vous-même, l'image qu'ils ont construite de l'autre. On dirait qu'ils cherchaient la première fois. Comment regarderait-il une rose pour la première fois? Apprenez à regarder. Apprenez à observer cette qualité qui survient sans le fonctionnement de la pensée entière. Ne dites pas que ce n'est pas possible. Si vous allez chez un enseignant sans connaître votre matière, mais que vous voulez apprendre de lui, je ne suis pas votre professeur. Vous allez entendre. Vous ne dites pas sans rien. Soit vous vous trompez, soit vous avez raison, ou je n'aime pas votre attitude et autres. Vous entendez et découvrez. Lorsque vous commencez à écouter avec sensibilité, consciemment, il commence à savoir s'il est un imposteur qui utilise une partie des mots ou un enseignant qui a réellement atteint la profondeur de son sujet. Pouvons-nous maintenant écouter et observer sans le mot, sans mémoire, sans tout le mouvement de la pensée? Cela signifie une attention complète.
Pas l'attention d'un centre, mais l'attention qui n'a pas de centre. Si vous avez un centre, à travers lequel vous faites attention, ce n'est qu'une forme de concentration. Mais si vous faites attention, et qu'il n'y a pas de centre, cela signifie qu'il porte toute l'attention. Dans cette attention, il n'y a pas de temps. Beaucoup d'entre vous, heureux ou malheureusement, ont entendu le conférencier pendant de nombreuses années et voient que cette rupture avec le programme du cerveau ne s'est pas produite. Vous entendez à plusieurs reprises cette déclaration, année après année, et cela ne s'est pas produit. Ce sera parce que vos envies d'atteindre pour être, d'avoir cet état dans lequel le schéma cérébral a été brisé. Vous avez écouté et cela ne s'est pas produit. Et vous espérez que cela se produira, ce qui est une autre façon de s'efforcer d'être. Vous êtes donc toujours en conflit. Vous ignorez donc tout et dites qu'ils ne viendront plus ici parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Je ne veux pas ça, mais je ne l'ai pas compris. Ce sera le désir d'être quelque chose et est une cause de conflit. Ce désir vient du cerveau programmé. Nous disons de rompre avec ce programme, avec ce modèle. Remarque sans le mouvement de la pensée. Ça a l'air très simple, mais voyez la logique de cela, la raison, la sagesse de celui-ci. Non pas parce que le conférencier dit, mais parce que c'est sain. De toute évidence, il faut exercer la capacité d'être logique, rationnel et pourtant connaître ses limites. Parce que la pensée rationnelle, bien sûr, fait toujours partie de la pensée. Sachant que la pensée est limitée, soyez conscient de cette limitation. Pas le poussez-le en avant, car il sera toujours limité dans la mesure où vous allez, tandis que si vous regardez une rose, dans une réunion de cette nature, l'acte de communication, l'acte d'écoute et l'acte de compréhension sont d'une grande importance, car ce mouvement de communication, d'écoute et de compréhension ne fait pas seulement partie de notre vie quotidienne, mais en même temps, un mouvement constant, continu et infini. Et surtout quand il s'agit de problèmes qui nécessitent beaucoup de compréhension, non seulement au niveau verbal, que la communion qui est également établie est également nécessaire. Lorsqu'ils ne sont pas sentimentaux ou émotionnellement, nous allons au-delà des mots et comprenons leur vraie nature et leur sens. Ainsi, ces réunions peuvent avoir une signification et une valeur particulière. Ce que nous avons l'intention de tout faire ensemble, c'est de participer activement. C'est de la part de l'orateur, il y aura non seulement l'acte de communication, mais aussi de participer. Car nous n'irons pas à ces conférences pour acquérir de simples connaissances, mais plutôt pour passer par une série d'expériences dans lesquelles le locuteur et les auditeurs devraient prendre une part active. La plupart d'entre nous, malheureusement, ne peuvent pas participer activement. Nous sommes habitués à écouter, à accepter ou à être en désaccord, verbalement, ou simplement à rejeter des idées. De cette façon, il est difficile de participer. Il n'y a que la participation lorsque l'orateur et l'auditeur participent actifs à ce qui est dit. Sinon, ces conférences seront comme tant d'autres conférences et discours qui, malheureusement, nous aimons entendre tant. Et ce sera une pure perte de temps s'il n'y a pas de pièce, et que la partie du haut-parleur active. Participer, c'est écouter, sans sauter de conclusion. Vient d'abord l'acte d'écoute. Cet acte d'écoute dépend de l'auditeur. C'est-à-dire que vous écoutez et écoutez. Si vous acceptez ce qui s'est passé parce que vous savez ce que vous croyez ou vous rejetez parce que vous ne vous adaptez pas à ce que vous croyez, il n'y a pas de participation. Et il me semble important que, non seulement tout au long de cette période, mais tout au long de notre vie, nous avons cette capacité, cet art d'écoute et de participation. De tous écoute tout notre être. La vie est un mouvement constant des relations. Et l'individu qui est vigilant, attentif à tout ce qui se passe dans le monde, se rend compte que ce mouvement, qui est la vie, doit être compris, non pas sinon, il ne peut y avoir de participation. Le mot participe ou partage a une signification extraordinaire. Nous pouvons partager notre argent, nos vêtements. Si nous avons un peu de nourriture d'elle, nous pouvons le donner et le diviser avec un autre. Mais
À part ces cas, nous partageons rarement quelque chose avec quelqu'un d'autre. Le partage indique non seulement la communication verbale, c'est-à-dire comprendre le sens et la nature des mots, mais aussi la communion. Et les déplacements sont l'une des choses les plus difficiles de la vie. Peut-être que nous avons une certaine capacité à communiquer avec un autre quelque chose que nous avons, ou nous voulons, ou espérons avoir. Mais la navette avec une autre est difficile. Parce que les déplacements nécessitent que la personne qui parle comme celui qui écoute de l'intensité, de la passion, et exige également, au même niveau et en même temps, un état mental et peu susceptible d'accepter ou de rejeter, mais intéressé à écouter activement. Ce n'est qu'alors qu'il y a une possibilité de communion, d'être en communion avec quelque chose. Il est relativement facile d'être en communion avec la nature. Et on peut être en communion avec une chose donnée quand il n'y a pas de barrière verbale ou intellectuelle entre vous, l'observateur, et la chose observée. Mais la communion est un état peut-être d'affection, un état d'intensité dans lequel les deux parties sont au même niveau, et pendant un certain temps avec la même intensité. Sinon, il n'y a aucune possibilité de communication, en particulier la communion, qui est le véritable acte de partage. Et cet acte de communion est, en fait, très important, car c'est cette communion, cet état d'intensité, qui peut radicalement transformer la mentalité d'un individu. Amour, si je peux utiliser ce terme, sans le lui donner une certaine signification, il n'est possible que dans l'acte de partage. Et cela, à son tour, n'est possible que lorsque, au même niveau et en même temps, il y a cette intensité particulière qui se dispense avec une communication verbale. Sinon, il n'y a pas d'amour, mais donc seulement l'émotivité et la sentimentalité. Chose sans valeur, notre vie quotidienne, pas le moment suprême de la seconde actuelle. Il consiste en cet acte de communication, d'écoute et de compréhension. Et pour la plupart d'entre nous, l'écoute est l'une des choses les plus difficiles. C'est un grand art, beaucoup plus important que tout autre. Nous entendons rarement. Parce que, en général, nous vivons très occupés avec nos problèmes, nos propres idées et opinions. Ce bavardage incessant de nos lacunes, fantasmes, mythes et ambitions. Nous entendons rarement non seulement ce que les autres disent, mais aussi les oiseaux. Nous voyons rarement le coucher du soleil, les réflexes dans l'eau. Et quand nous savons écouter, et cela nécessite une énergie extraordinaire, il y a une communion complète dans cet acte. Où les mots, leur signification et leur construction ont alors très peu d'importance. Rejoignons donc l'orateur et participons pleinement à la vérité ou au mensonge de ce qui sera dit. L'acte d'écoute est, pour la plupart d'entre nous, extrêmement difficile. Mais juste à écouter, vous pouvez apprendre. L'apprentissage n'est pas d'accumuler des connaissances, tout cerveau électronique est capable d'accumuler des connaissances. La connaissance n'est donc pas d'une grande pertinence. Il a une certaine utilité, mais pas cette importance excessive que les êtres humains vous attribuent. Mais l'apprentissage nécessite un esprit très agile. L'acte d'apprentissage se dispense avec interprétation. Quand il écoute cet oiseau, il dit bientôt « Oh, c'est un corbeau !»« Waouh, ce serait bien qu'il fasse taire afin que je puisse faire attention à ce qu'il dit. » De cette façon, l'acte d'écoute est terminé. Mais vous pouvez entendre l'oiseau et en même temps l'orateur, quand il n'y a pas d'interprétation, quand il n'y a pas de traduction de ce qu'il dit. Il écoute alors, mais pas accepté comme c'est terrible. Et vous ne pouvez pas écouter, traduit ce qui s'est passé grâce à vos connaissances. Vous connaissez certaines choses de votre propre expérience. Ces connaissances procèdent des livres, la tradition, les divers affrontements de la vie. Ces connaissances ont été incorporées dans votre conscience et votre être. Et donc, quand il entend ou écoute quelque chose, il traduit ce qu'il dit à travers ce qu'il sait déjà. Par conséquent, il n'écoute pas. Et par conséquent, il n'y a pas d'acte d'apprentissage. Esprit qui interprète, qui traduit, qui a une tradition ou des connaissances accumulées, cet esprit est incapable d'apprendre, car il fonctionne sur un canal étroit. Ce n'est pas un esprit capable d'agir, d'apprendre, plein d'énergie et de vitalité. Et comme dans ces conférences, nous parlerons de beaucoup de choses. L'important est d'apprendre.
car seul l'esprit que vous apprenez est nouveau. Le nouvel esprit peut voir les choses nouvelles, clairement, et rejeter ce qui est faux, et poursuivre ce qui est vrai. Le vrai et le faux, ils dépendent de votre opinion ou de ce que vous savez déjà, ou de votre expérience, car votre expérience n'est que la continuation de l'ancien conditionnement modifié à bien des égards par l'éducation. Par conséquent, votre expérience n'est pas le facteur qui indique ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ce n'est pas non plus leur connaissance, puisque les vrais et les faux changent, se déplacent constamment actifs et dynamiques, et jamais statiques. Et si vous essayez de les discerner avec vos opinions, jugements, expériences, traditions, vous ne découvrirez jamais par vous-même ce qui est vrai, surtout si vous êtes sous la règle d'autorité. Si votre esprit obéit, l'esprit, alors, n'est pas seulement jeune, mais il est également incapable d'explorer, de découvrir. Et la vérité doit être découverte à chaque minute. Et en cela consiste en sa beauté. Votre beauté est votre énergie. Nous avons donc besoin d'un esprit sur l'énergie, pas un esprit combatif, un esprit à croire. Et que continue le désir? Écoutez-vous le klaxon de cette voiture que vous avez coincée? Faites-vous un bruit continu que vous n'aimez pas? Vous voulez que ce bruit cesse, mais votre attention est là. Et au moment où le bruit cesse, vous ressentez un soulagement. Qu'est-ce qui a causé l'irritation? Entre ce bruit continu et le désir d'écouter l'orateur, qu'est-ce qui a provoqué l'irritation? Le désir d'écouter sans être dérangé. Il veut entendre l'orateur et ce bruit vous irrite, vous dérange. C'est douloureux et ne veut pas, ne l'aime pas. Mais si je voyais une belle femme, un bel homme ou un bel arbre, cette perception susciterait un désir et souhaiterait ce désir de continuer. Veuillez noter vos propres processus. Vous n'écoutez pas simplement l'orateur. L'orateur, aucune importance n'a. L'important est de comprendre votre propre désir et de voir comment il donne lieu à l'ajustement, à la contradiction, à l'agonie, au désespoir du désir. Par conséquent, comme vous le voyez, le désir a une continuité à cause de la pensée. C'est la perception d'une maison, la sensation. En ce qui concerne cette sensation, l'esprit pense et lui donne la continuité, ce qui devient un désir. Et ce désir, qui s'identifie à la pensée, qui dit « Ce désir est moi, et je veux une telle chose », a la gentillesse de m'accompagner dans le pas. C'est très simple et clair. C'est la pensée qui continue le désir. Et si vous comprenez tout le mécanisme de pensée, nous essayons de réprimer le désir. Peu importe qui l'a recommandé. Nous faisons quelque chose de très enfantin. Nous devons examiner la question de la pensée, le processus temporel, le temps comme durée, et l'existence. L'existence du désir. Parce que c'est le désir qui constitue un motif en tant que mémoire à laquelle nous ajuster. Par conséquent, l'ajustement, le désir, la pensée et le temps sont liés les uns aux autres. Si l'on ne comprend pas l'un d'eux, l'un ne peut pas comprendre les autres. C'est pour cette raison que j'ai commencé la conférence à parler de l'ajustement et de la façon dont nous sommes éternellement à nous ajuster. Non seulement parce que nous avons très peur d'établir des troubles en nous-mêmes, mais aussi à cause de la société qui a rendu le désordre quelque chose de manque de respect. Après l'ajustement et le désir qu'il dit, je dois m'adapter à ce désir, l'heure de la continuité qui est pensée. Et est donc vu que ces choses sont liées les unes aux autres. Si vous ne les comprenez pas, vous n'aurez pas la possibilité d'aller trop loin. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Parce que la vie est un mouvement, et que pour suivre ce mouvement, elle a besoin d'énergie. Énergie qui ne connaît pas l'ajustement. Énergie qui ne produit pas de conflit. Énergie qui n'est pas le produit de la pensée avec toute sa résistance et ses contradictions. Énergie qui n'est pas un esclave à temps, du temps progressif. Je vais l'obtenir. Par conséquent, à moins que l'esprit ne comprenne ce mouvement de désir, d'ajustement, de pensée et de temps ne peut jamais aller plus loin. Seul l'esprit libre est religieux, et seul l'esprit religieux
résoudra nos problèmes. Et pas les politiciens, ni les dirigeants, ni les dictateurs. Aucun plan politique ou économique. Seul l'esprit religieux qui a compris tout ce processus. Et donc le conflit est capable de libérer cette énergie, impeccable. Et seule cette énergie peut atteindre le plus haut. Continuons. Avec un sujet avec lequel nous étions confrontés lors de la dernière réunion. Nous avons donc dit que si les êtres humains, nous ne comprenons pas le problème du désir, il n'y aura pas d'ordre dans la société. Par ordre, nous comprenons la coopération. Sans coopération, il ne peut y avoir d'ajustement. Et ce réglage conduit à diverses formes de révolte qui n'est pas une révolution. Et sans comprendre ce problème de désir complexe, il n'y aura pas de liberté pour l'homme. Et s'il n'y a pas de liberté à tous les niveaux de notre existence, la vie deviendra une série de problèmes irrémédiables et insolubles. Pour comprendre la question du désir, nous devons également comprendre un autre problème complexe, c'est-à-dire le problème de l'amour. Parce que, comme nous l'avons marqué auparavant, sans amour, il ne peut y avoir de coopération. Et la société dans laquelle il n'y a pas de coopération doit nécessairement se désintégrer. La coopération est l'une des choses les plus difficiles. Il est non seulement difficile de le comprendre verbalement, mais aussi de vraiment vivre dans un état de coopération. Il est vrai que nous coopérons avec autorité, avec des idées, avec la personne qui domine à travers ces idées. Une telle coopération est basée sur l'autorité. Et là où il y a l'autorité, il n'y a pas de liberté. Pour coopérer, sans être basé sur une raison personnelle, sans être impérativement nécessaire, ou viser les avantages de la vie, l'individu doit comprendre la question de l'amour et du désir. Lors de la dernière réunion, nous enquêtions sur les sources de désir, comment elles existaient, c'est-à-dire par perception, sensation, contact, et en poursuivant cette sensation, qui peut être de douleur ou de plaisir, par la pensée. Ceux qui étaient présents à cette réunion peuvent maintenant aller plus loin. Je ne répéterai pas tout ce que je disais, car nous devons aller de l'avant. Nous pouvons voir comment le désir apparaît. La société, avec les saints, leurs sanctions religieuses, exige que l'être humain réprime ses désirs. Essayer de les contrôler ou d'éviter les diverses voies d'évasion, mais quand sans comprendre le désir, seulement une simple discipline, il n'y a pas d'efficacité, d'ordre et de coopération. Cet après-midi, nous étudierons les caractéristiques du désir et ses contradictions. Nous traiterons également de la discipline et de la question de l'amour. Nous avons également déclaré lors de la dernière réunion que nous examinerons le mécanisme de pensée et de temps, parce que tout cela est lié. Désir, amour, pensée et temps. Si nous ne les comprenons pas, nous ne pouvons pas dévasser tout le domaine de la pensée, du temps, de l'amour et du désir. La compréhension ne signifie pas simplement accepter intellectuellement ou verbalement. La compréhension est la perception et la connaissance des mots, de sa signification, non seulement intellectuellement, mais aussi avec sensibilité. Non seulement avec l'esprit, mais toujours avec les nerfs, la vue et l'odeur. Il n'y a qu'une compréhension dans la perception totale de notre être. La compréhension n'est pas partielle, fragmentaire. Intellectuellement, je comprends ce que vous dites. Voici une affirmation sans grande signification qui exprime seulement que je comprends les mots que j'utilise. Comme vous et moi parlons anglais, nous comprenons le sens de ces mots. Mais la compréhension est plus profonde et plus réelle que la simple compréhension des mots. Quand je comprends, cela signifie une compréhension totale et donc une action. Comprendre, c'est agir. Il n'est pas compréhensif d'agir plus tard. Dans ce cas, la compréhension reste une idée et donc ne pas comprendre. L'idée est séparée de l'action. C'est pourquoi il y a le problème d'ajuster l'action à l'idée ou de l'approcher à l'idée. Il y aura toujours une contradiction. Jusqu'à ce que ce 70 mots créent des idées, que nous acceptons ou rejetons, et que, lorsque nous les acceptons, nous voulons ajuster ou rapprocher notre action. Ces processus ne constituent pas absolument un état de compréhension.
La compréhension est un état total. C'est pour comprendre avec tout notre être, nerveux, émotionnellement et intellectuellement, avec des sentiments, avec tout ce que nous avons. Lorsqu'il y a cette compréhension, il y a de l'action. La vie est l'action. Ce ne sont pas deux choses distinctes. La vie n'est pas une idée qui était en action. Tout comme nous ne pouvons pas avoir l'amour comme idée. L'amour ne peut pas être cultivé, ne peut pas être développé ou produit. Soit il y a de l'amour, soit il n'y en a pas. À l'identique, où il y a une compréhension, ou il n'y en a pas. Pour comprendre une chose, nous devons l'écouter, et écouter est un art. Écouter signifie accorder toute l'attention. Non seulement à ce que dit l'orateur, mais aussi à ses corbeaux, l'ouest, les nuages, la brise qui secoue les feuilles, les différentes couleurs qui sont notées ici. C'est pleinement compréhensif. Avec le système nerveux, avec des cellules cérébrales, avec tout ce que nous avons. Ce n'est qu'à partir de cette compréhension totale, l'action qui ne produit pas de contradiction, et par conséquent, les conflits et les souffrances et la détresse sans fin. Et c'est en ce sens que nous employons le mot compréhension. Nous essayons maintenant de comprendre le désir. Nous voulons apprendre sa signification et ne pas le réprimer, le rejeter ou le sublimer. Pour comprendre une chose, nous devons vous accorder une attention, en savoir plus sur vous, enquêter, l'explorer, le pénétrer. Cela ne signifie pas que nous devons céder au désir ni que nous devons le refléter. Nous avons dit l'autre jour que le désir est inhérent à l'homme. Il existe en chacun de nous et doit exister, car il fait partie de la vie. Nous avons déjà montré comment le désir apparaît. Et dans le monde entier, les individus, en particulier ceux qui s'intéressent aux affaires religieuses, ont toujours appris à réprimer le désir, à vivre sans désir. Quelque chose absolument impossible. Vous ne pouvez être souhaité que lorsque vous êtes mort. Mais la compréhension du désir nécessite beaucoup d'attention, de patience et d'enquête. Le désir signifie un appétit insatisfait, n'est-ce pas? Je vous demande de vous dire que vous n'écoutez pas seulement une conférence. Il participe et participe. Vous êtes tellement actif avec l'orateur et pas seulement en écoutant quelques mots, quelques idées, quelques phrases pour être d'accord ou en désaccord, puis vous allez d'ici. Nous participons à l'enquête sur le désir. Cette enquête vous oblige à être libre. Et cela ne signifie pas d'accord ou en désaccord. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ont dit, les grands saints, que nous devons réprimer le désir, le contrôler, le nier. Trouver des moyens et des moyens de le sublimer. De cette façon, aucune enquête n'est possible. Rien n'est appris et ne le découvre pas. Pour le savoir, il est nécessaire que nous soyons libres de tradition, les choses dites par les autres. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous rendre au désir. Étudions donc et découvrons ce qu'est le désir. Avec la compréhension du désir vient de la discipline. Pas une discipline imposée par quiconque, ce qui n'est ni un ajustement, ni une répression. Cependant, une discipline inhérente à la compréhension même du désir. Comme je l'ai dit, le désir est l'appétit, l'aspiration, un empressement non composé. Et nous cédons à cet empressement, à ce désir, ou la réprimons, parce que la société nous dit que nous devons la réprimer, parce que les religions organisées précèdent que nous devons la transmuter, et ainsi de suite. Il y a dans ce processus une bataille constante entre l'homme qui veut comprendre le désir, ou il se retrouve complètement dominé, et la société qui a établi certaines normes et religions organisées avec leurs croyances qui nous envoient pour nous adapter à la norme respective. C'est la première chose qui compte à comprendre. Le désir n'est pas en soi contradictoire. Il y a cependant une contradiction entre les objets de leur achèvement. Est-ce que tu comprends? Je satisfais mon désir dans une certaine direction, et plus tard je veux le satisfaire dans une autre direction. Ces deux directions ou états sont opposés. Je souhaite être un homme riche et vivre en même temps saint. Pas saint cependant religieusement. L'une des choses les plus simples du monde est d'être saint. Ce que vous devez faire est d'agir uniquement selon une norme approuvée par la société. Portant un string,
vivant extérieurement avec une grande simplicité, montrant une simplicité. Et puis, dit la société, c'est une entité humaine extraordinaire. Cependant, intérieurement, cet individu est bouillonnant, tourmenté et torturé par ses passions et ses ambitions, sa luxure et sa cupidité, votre identification avec une certaine société. Mais ce qui nous intéresse n'est pas le genre de vie qu'un saint mène intérieurement, puis nous ajustons uniquement au modèle du saint, qui consiste à être tel ou tel. Et il est donc relativement facile d'être saint. Cependant, beaucoup plus difficile, car elle nécessite une intelligence et une compréhension extraordinaires, c'est enquêter sur le désir et se libérer du conflit que les objets de désir provoquent. Comprendre le processus de désir nécessite beaucoup d'intelligence.